Presque 80% des élèves ont dépassé les exigences pour obtenir un poste dans la fonction publique. Ils ont atteint le niveau B. Et plusieurs ont obtenu une place au niveau avancé. Ceci est très rassurant pour les parents et les éducateurs, démontrant que les programmes d'immersion atteignent les résultats voulus. Le problème, par contre, c'est que trop peu d'élèves poursuivent leur programme en français jusqu'en 12e année et que l'apprentissage continue à être une expérience académique et non une expérience vécue authentique. Nous sommes donc devant le défi de pousser plus loin les propos de la dimension sociale, personnelle et psychologique, linguistique de l'enseignement de l'apprentissage du FSL. En écoutant les propos de Diane Adam, l'ancienne commissaire aux langues officielles du Canada, qu'elle a prononcé lors d'une conférence de la chaire des Rochers aux études canadiennes du campus Saint-Jean cette année, je me suis arrêtée sur cet énoncé. Elle dit « Être bilingue, c'est utile pour se décrire, mais pas pour bouger un peuple. Il faut agir. » Les universités sont des espaces pour favoriser le dialogue qui éventuellement assure des rapports. Afin de créer des rapports, il faut mettre sur pied des contextes où les gens coopèrent. Il faut créer des espaces de rencontres soutenus. C'est cela qui mène au changement d'attitude et de mentalité de futurs enseignants, de nos pratiques éducatives, pour rencontrer les besoins de futurs enseignants de langue seconde. Il faut tout faire afin que nos élèves et nos étudiants réussissent à se dire bilingues à la fin de leurs études, que ce soit dans les écoles ou dans les programmes de formation d'enseignants. On travaille pour une cause, mais ce sont les résultats qui changent les choses. Il faut donc faire preuve de vigilance face à la vitalité que nous recherchons dans nos projets de formation. Nous, les formateurs d'enseignants de français langue seconde, nous y sommes pour quelque chose. Mais avant de parler de ça, j'aimerais brièvement parler de pourquoi on est là, notre responsabilité première. C'est Freire qui nous rappelle que toute pratique éducative dépend de notre vision de l'humanité. Il faut donc se pencher sur l'ensemble des questions posées aujourd'hui lors de ce symposium. Il n'y a pas que les élèves et la matière enseignée à la base de la complexité de notre profession. Ce qui nous échappe le plus souvent, c'est que nous enseignons qui nous sommes. Selon Parker Palmer, enseigner, comme toute activité humaine, émerge de notre fort intérieur. Lorsqu'on enseigne, on projette la condition de notre âme sur les apprenants, élèves et étudiants, sur la matière que nous enseignons et sur la coexistence entre ces deux facettes de l'enseignement. Il s'agit de dire que nous sommes là pour enrichir la vie de ceux qui nous côtoient. Neil Noddings dit que nous sommes dans le métier pour améliorer la condition humaine. Alors, qu'est-ce que nous avons en commun, tous ceux qui enrichissent la vie de nos élèves? Selon Luce Brossard, c'est la passion. La passion pour le savoir, pour leur discipline, en particulier la passion pour l'enseignement, la passion pour les élèves. La passion qui les amène à parler de leur matière avec un enthousiasme contagieux, à entretenir une relation chaleureuse, compréhensive et stimulante pour nos apprenants. C'est eux qui trouvent des moyens pour engager pleinement leurs élèves dans une véritable démarche d'apprentissage qui leur ouvre des voies pour qu'ils puissent aller plus loin. J'ai l'impression que j'ai devant moi beaucoup de professeurs comme ceux qu'elle décrit. C'est cette passion qui se traduit en feu sacré. Le titre de mon discours, « Transmettre le flambeau », l'avenir de l'enseignement des langues secondes est entre nos mains, évoque en soi des images qui viennent sûrement à l'esprit.
Le petit Larousse définit le mot feu comme un dégagement simultané de chaleur, de lumière et de flamme. C'est à ces mots que je m'arrête pour vous parler de 3 choses qui vont nous interroger lorsque nous penchons sur notre travail comme formateur de langue. Il s'agit de la langue, l'identité et la culture. Dans mon expérience de formatrice et d'enseignante et d'enseignant, surtout parce que je travaille avec le volet de francophones minoritaires et francophones langue seconde, le mot identité était toujours réservé pour les francophones. Et je me suis vraiment interrogée sur cette question-là, étant donné que je travaille de près avec mes étudiants. Et vous saurez que pour moi, ce qui est important, c'est de donner la voix à nos étudiants. Je suis très intéressée à comprendre comment nos étudiants vivent leur expérience. Et je pense qu'on a là un endroit qui va nous permettre d'apprendre autre chose et peut-être enrichir le domaine de la formation. Dans la conjoncture actuelle, le domaine de l'enseignement et l'apprentissage du français comme langue seconde dépasse la notion de traiter la langue comme un phénomène à maîtriser objectivement. Autrefois, on la traitait comme si elle était neutre, qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mais nous sommes maintenant à réfléchir à l'impact de la connaissance d'une langue seconde dans une vie. Que nous arrive-t-il lorsque nous apprenons une langue seconde? Lorsque nous apprenons dans une langue seconde? J'aimerais partager une anecdote d'un petit garçon de 3 ans que sa mère a surpris dans la salle de bain. Debout devant le miroir, tout nu, ce petit bambin s'observait avec beaucoup de sérieux. Sa mère, perplexe devant cette situation, lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il répond « I want to see my whole self ». Évidemment, ce petit garçon n'était pas engagé dans une pensée philosophique profonde concernant les conditions fondamentales de l'existence humaine en se regardant dans le miroir. Il n'avait que 2 ans. Mais ces paroles, toutefois, sont remarquables parce qu'elles illustrent la préoccupation universelle que nous avons avec qui nous sommes, notre identité. Même à 2 ans, cet enfant était préoccupé avec la découverte de son whole self. Évidemment, il était à la découverte de comment il est, comment il se sent. Même à cet jeune âge, le garçon était sur le sentier de la découverte de soi vers son émancipation éventuelle. Nos étudiants ne sont pas habitués à voir le grand portrait. Their whole self. Et nous ne sommes pas habitués à regarder nos étudiants comme un tout. Nos étudiants se voient, nos étudiants de langue seconde, c'est quoi le mot que je cherche? Je précise, se voient comme des étudiants qui ne sont jamais à la hauteur de la tâche. Et nous les voyons comme des étudiants. Parfois, on n'est pas certain pourquoi ils sont là. Hein? On est des chiens de garde de la langue française. C'est une de nos mauvaises habitudes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut regarder ce phénomène. Donc, je demande à mes étudiants de réfléchir de plus en plus de qui ils sont devant la tâche de devenir enseignants de langue seconde. La diversité de notre population estudiantine nous invite à s'arrêter devant les réalités complexes de ces étudiants ayant une maîtrise de langue française très variée. J'avais devant moi une étudiante très, très forte en langue. Je vous dirais qu'elle provenait du Québec, une unilingue francophone, qui était d'une transparence dérangeante lorsque les étudiants intervenaient, les étudiants anglophones intervenaient dans le cours. Et c'était un comportement non verbal visible. Vous savez,
tout le corps qui se tortille comme ça. Elle s'appelait, je vais l'appeler Marianne, et elle était très frondeuse. Et puis elle me disait toujours, oh, pourquoi tu ne les corriges pas toujours? Puis je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils font dans notre cours? On perd notre temps, blabla. J'ai dit, Marianne, demain, tu t'assoiras derrière. Elle m'a regardée. J'ai dit oui. On ne peut pas avoir ce comportement dans un contexte comme celui-ci. Là où j'enseigne, il y a le respect des autres. Je comprends ce que tu essaies de me dire, mais tu vas t'asseoir derrière. Elle me dit, tu n'as pas le droit de me dire où m'asseoir. Je dis, je vais t'inviter à t'asseoir derrière. Et elle s'est assise derrière. Et elle me regardait et elle me détestait pour longtemps, jusqu'à la fin du cours où elle a compris, il n'y a plus que la précision de la langue. Ces gens-là arrivent avec un bagage d'expériences vécues, bonnes, mauvaises, difficiles, mais elles sont là et elles appartiennent comme moi dans cette salle de classe. Et à la fin, elle a fait un témoignage verbal pour ses collègues au dernier cours. Et c'est comme ça que je trouve à m'intéresser à la question d'identité de plus en plus. La question identitaire était jusqu'à récemment perçue comme étant stable, un phénomène fixe à l'intérieur d'une personne qui contrôlait ses actions et sa compréhension du monde dans le contexte dans lequel il évolue. Elle n'était jamais changée par le contexte externe. L'on croyait même que l'identité de la personne, que ce soit une identité culturelle ou autre, n'était remise en question que lorsqu'elle était menacée et que ce qui semblait être stable et fixe était déplacé par une expérience qui nous amenait à douter ou à se sentir incertain face à une expérience. Le fait que l'identité change, évolue, veut dire qu'une personne doit continuellement négocier son soi. Parce que nous possédons plus d'une identité, nous devons travailler à maintenir notre soi lorsque nous traversons les frontières de cultures variées. Parce que nous ne percevons plus l'identité comme phénomène stable et fixe, mais plutôt comme fluide et dynamique, cela deviendra une question importante pour chaque personne à un moment donné de sa vie. Cela peut s'avérer vrai pour ceux qui se retrouvent dans une situation de et ou de multilinguisme, où ils vivront dans des milieux culturels différents pendant leur vie. Étant bilingue, je me suis toujours identifiée comme une francophone. Mais je traverse les frontières. Je me rends compte que je ne suis pas pareille avec tout le monde. J'ai un comportement autre. Et j'ai une amie que j'invite toujours à mes fêtes. J'aime beaucoup recevoir les gens. Et je reçois rarement qu'un couple. Si je sors ma belle vaisselle, j'invite beaucoup de gens. Et j'aime beaucoup inviter des francophones, des anglophones, des noirs, des musulmans, n'importe qui m'aime, n'importe qui que j'aime. Et elle s'assoit sur le divan et elle me regarde accueillir les gens. Chez moi, quand on ouvre la porte, on est dans la maison. C'est un grand salon à grand plafond et on ne se cache pas dans cette maison-là. Alors, elle se plaît à me regarder accueillir les gens. Alors, quand j'ai des amis anglophones, elle me dit, tu es tout à fait correcte. Tu leur serres la main gentiment, tu prends leurs choses et tu leur fais pas toujours la bise. Et si c'est une bise, c'est très poli. Les francophones, oh là là, elle dit, la bouteille de vin par terre, c'est le câlin, la grande caresse. Et ça m'a amené à réaliser que moi, qui avais cette identité si fixe, je me vois traverser les frontières, aller au-delà. Alors, je travaille dans mes cours à bien comprendre ceci.
Selon Pavlenko et Lentov, les identités n'existent pas à l'intérieur des personnes elles-mêmes, mais sont construites entre elles lorsqu'elles sont en interaction. Alors, ces deux chercheurs vont beaucoup m'influencer, je pense, d'ici la fin de ma carrière. Et j'aimerais vous parler à ce moment d'une étude qui a été faite à notre campus par une collègue, une très, très récente, nouvelle, jeune professeure, Rochelle Scogan, qui, elle, s'est interrogée sur l'expérience de nos étudiants lors de son doctorat. Et sa conclusion, c'était d'essayer de comprendre les groupes d'affinités. Parce que là, on a compris qu'on a des groupes d'affinités. Autrefois, le campus Saint-Jean, c'était un campus francophone. Tout le monde était francophone. Québécois, internationaux, peut-être. Mais là, elle s'est vraiment intéressée aux étudiants en immersion. Et elle a trouvé que les groupes d'affinités sont très importants, mais on doit trouver un groupe, on doit créer un groupe d'altérité, ce qu'elle appelle en anglais « others ». C'est au centre, tout le monde devra trouver sa place. Tout le monde devra avoir une place au centre de ce contexte. Donc, cette identité, cette langue, cette culture, elle crée une solidarité. Et en fait, on est en train de créer des conditions de réciprocité. On est capable de s'enrichir de quiconque possède le français. J'ai aussi eu une très mauvaise expérience avec un charmant monsieur international, qui vient de l'international, qui a dit, en plein cours, à une étudiante anglophone, « Tu ne devrais pas être ici ». Et c'est là que j'ai sorti mon bâton de parole. Je ne sais pas si vous connaissez la pratique de bâton de parole. C'est une pratique que j'utilise, que j'emprunte des Amérindiens. Et c'est un travail qu'on fait en cercle. Et j'ai dit à ce monsieur-là, quand tu auras le bâton, tu pourras parler de ta vérité. Mais tu n'as pas le droit de parler de la vérité des autres. Et petit à petit, lui aussi, il est arrivé à comprendre qu'il y a des choses, toutes vérités sont bonnes, mais ne sont pas bonnes à dire. Alors, c'est ça qu'on vit dans notre contexte multiculturel, multilinguistique. Et c'est là aussi que j'aimerais qu'on se penche sur cette notion de se dire bilingue. Si on veut que nos étudiants se nomment et s'identifient dans cette langue, nous devons créer des contextes où tout le monde se sente respecté, valorisé et affirmé dans qui ils sont. Nous devons donc nous pencher davantage sur cette langue vernaculaire qui leur permet d'entrer en relation non seulement avec la matière, mais avec leurs pairs, mais aussi avec les personnes parlant cette langue dans le pays et dans le monde entier. J'en arrive maintenant à la culture, parce que la langue ne s'apprend pas toute seule. Afin d'améliorer nos chances de réussite, nous devons prendre en considération la culture de ces élèves. Ces élèves proviennent d'une diversité de cultures apportant la richesse de leur façon de vivre et de penser, de leurs croyances, de leurs histoires, de leur géographie et de l'art de leur peuple. Parmi ces anglophones, nous avons des Ukrainiens, nous avons des Allemands, nous avons des Irlandais, des Italiens, mais quelle richesse ils ont! La langue française, c'est ce que nous avons en commun, mais nous avons des expériences riches. La culture, c'est le cadre de la vie, les façons de se comporter et de penser dans une communauté et la vision du monde que ses membres ont en commun. Récemment, j'ai commencé à lire une dame, une Brésilienne noire, Lugones, qui travaille dans le domaine socio-culturel. Et elle affirme qu'afin d'être à l'aise dans ce monde, on doit être capable de manipuler la langue de ce monde. On doit aussi être à l'aise avec ses normes. On doit aussi être en relation avec les êtres humains qui en font partie.
Finalement, nous pouvons être à l'aise dans une communauté parce que nous partageons une histoire commune, surtout au niveau du quotidien, avec d'autres qui cohabitent dans cette même communauté. Alors, avec ces 4 principes, je me suis vue changer mes pratiques éducatives. Je me suis vue inclure tout le monde dans cette langue commune. Oui, j'ai des étudiants qui disent encore « le classe ». Et les arbres sont verts. J'ai des étudiants qui disent ça. Mais ils ont payé leurs frais de scolarité, et c'est drôle, on les a acceptés. Alors moi, j'ai une responsabilité. C'est de leur aider à peaufiner leur langue pour qu'ensemble, nous puissions créer cette langue commune. Mais en attendant, la langue commune, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Mon étudiant africain qui parle un français dicté de Dieu, il a des belles paroles, mais il n'a pas toujours le contexte. Il ne connaît pas notre contexte. Marilyn connaissait le contexte. Je suis ravie de voir Marilyn devant nous. Marilyn Steinbeck qui a fait son bac chez nous. Elle est maintenant à l'université de Sherbrooke. Et je suis contente de ton titre de présentation. I used to be shy. I used to be shy. Et ça, c'est mon mandat. C'est d'amener mes étudiants dans le cadre de 13 semaines, not to be shy. Tout le monde a le droit de parole. Et ces étudiants-là, ils ont des idées que très peu d'autres ont. Surtout pas mon étudiant international. Alors, c'est mon défi. J'ai 5 minutes, alors je voudrais vous lire la voix. Je vous ai parlé de la voix de mes étudiantes. Je voudrais partager avec vous une partie de récit de vie que j'ai demandé à mes étudiants, que je demande à mes étudiants dans un portfolio langagier qui prend de plus en plus d'ampleur parce que c'est la place où j'arrive à connaître mes élèves. Elle, c'est une anglophone. Mes souvenirs de l'immersion ressemblent à un millefeuille de couches sucrées et de couches amères. Écoutez son beau français. J'ai vécu des expériences incroyables qui sont restées avec moi, mais je me rappelle également des moments désagréables. Qui n'a pas souffert avec les pages monotones, monosyllabiques et monochromes des textes de grammaire secs et usés? Le français est vite devenu pour moi une langue scolaire. Le code linguistique que je parlais à l'école, mais nulle part d'autre. C'est trop de travail de penser en français quand ce n'était pas nécessaire. Parce que le français ne faisait pas partie de moi. J'employais ma deuxième langue comme un outil gênant. Je ne voyais pas comment elle pourrait jouer un rôle intégral dans ma personnalité et même dans mon identité. Il y avait par contre des expériences que je n'oublierai jamais. Défilant à travers les rues du petit village où j'habitais, lors de la parade bonhomme, dévorant de la tire collante et faisant retentir des chansons de bûcherons avec leurs ceintures fléchées. Mais ce n'était pas seulement les grandes fêtes qui avaient un sens. J'adorais aussi le petit coin de lecture avec ces livres qui m'appelaient. Plusieurs de mes enseignantes avaient l'habitude de lire à haute voix des romans et de chanter des chansons d'origine française et anglaise avec leur guitare. C'était en fait toutes ces petites choses qui me frappent maintenant. Voilà ce qui m'introduit à la possibilité que la réalité francophone, la langue, la culture, la musique, la littérature pourraient être la mienne, enrichissant mon vécu anglophone. Qui m'amène à parler de la langue, parce que oui, c'est sûr que l'identité et la culture, c'est important, mais il y a un petit bémol à notre projet. J'aime pas beaucoup parler du mot « échec », mais je me dis, est-ce que c'est vrai que nos élèves peuvent grandir pendant 13 ans dans des écoles d'immersion et encore sortir en disant « le classe et les arbres sont verts ». Je pense qu'on a du travail à faire. Et M. Lister qui me regarde avec ses grands yeux
Il avait déjà nommé cette troisième langue officielle du Canada, Immersionese. They speak Immersionese. Et je pense que nous avons à se pencher là-dessus. C'est très beau de parler d'identité, de culture, mais we have to nail the sucker down, you know? We just have to do it. Alors, je vais prendre juste un petit moment pour parler de cette langue, cette correction de langue. Je pense que lorsqu'on est bilingue, on prend pour acquis notre bilinguisme. Je lisais dans le livre de Graham Fraser, Sorry, I don't speak French. Il parlait que Pierre Elliott Trudeau, il prenait pour acquis son bilinguisme. Il parlait anglais à sa sœur et français à son frère. Il disait, tout le monde peut apprendre le français, tu sais. Et il méprisait peut-être un peu ce que ça prend pour apprendre une langue seconde. Et je pense que nous devons d'aider à nos élèves d'être très, très attentifs à la langue. C'est une chose d'enseigner le verbe être, c'est une autre chose de l'utiliser dans un contexte vrai, authentique. Je suis toujours émerveillée quand je vois des athlètes qui viennent de gagner une médaille d'or, capables de parler en français dans ce moment d'euphorie à un journaliste. Là, on a réussi notre projet. Est-ce qu'ils parlent sans erreur? Pas nécessairement, mais ils ont quelque chose à dire. Alors, comment on va les amener à cette langue, à la correction de la langue? Je pense que nous devons de travailler avec les outils que Roy nous apporte, bien sûr, mais c'est un travail que nous devons faire aussi. Je pense que c'est une chose d'avoir des principes théoriques, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, moi, je dois devenir attentive autant que mes élèves. Et une fois que moi, je suis transformée, là, je peux amener mes élèves avec moi à devenir conscients. Nous ne sommes pas tous rendus au même niveau, mais chacun a un petit pas à faire. Et je pense que c'est là le grand travail. Je veux terminer, c'est toujours comme ça des discours, avec des questions de recherche. Je pense que je me suis vraiment arrêtée devant qu'est-ce qui reste à faire. Je vais vous les nommer. Je pense qu'il y a un peu de travail qui se fait, de travail merveilleux qui se fait. Un de mes dadas, moi, c'est quelle langue les enseignants parlent-ils dans la salle de classe? En Alberta, je pense que les gens pensent que c'est un Made in Alberta problem, mais je ne suis pas certaine. Je sens qu'il y a un glissement vers l'utilisation de l'anglais. Je voudrais faire une recherche, c'est une recherche extrêmement délicate. Je voudrais passer par mes stagiaires qui me disent, Lucille, c'est pas comme ça dans les classes d'immersion. Mais je n'ai pas de documentation. Mais je voudrais éduquer les gens et les enseignants à l'importance de parler la langue cible dans la mesure du possible en tout temps. Les modèles langagiers sont-ils assez forts? Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la compétence des enseignants. Je suis contente de voir qu'il y a une table ronde. Je serai sûrement là. Je trouve ça très important. La langue orale. Est-ce qu'on valorise assez la langue orale dans nos salles de classe? La correction des erreurs, je pense que ça reste un problème très, très sérieux. Les approches pédagogiques m'intéressent aussi. Comment est-ce qu'on enseigne dans nos salles de classe de français langue seconde? Et bien sûr, le dernier, c'est l'évaluation de la langue orale. Comment est-ce qu'on peut se pencher sur cette question si épineuse, si dispendieuse à évaluer, parce qu'on est dans une ère d'évaluation. Mais je pense que c'est ça, c'est là où le problème se situe. L'oral alimente l'écrit, la lecture, etc. Je termine en vous parlant de mon petit bijou que je porte.
Je le porte, c'est en me brossant les dents que je mets ma petite épinglette que j'ai reçue à Halifax à un congrès de l'ACPI. Et je vous en parle parce que je veux que vous transmettez le flambeau. Et le flambeau, il se partage par la parole, par l'éducation, mais aussi par les petits gestes. Et ce bijou, je le porte et j'en parle beaucoup. Et en fait, tous nos 600 étudiants en reçoivent lorsqu'ils passent à la convocation chez nous. Parce que c'est un symbole visible, c'est un symbole qui a été fait par Diane Adam il y a déjà quelques années. C'est 2 carrés superposés l'un sur l'autre, 2 carrés argentés, et au centre, il y a un carré or. The gold is in the bilingualism. The gold is in the bilingualism. Et j'aimerais vous lire comment elle explique ce symbole. Elle est partie du mot tissu, the fabric of a society. C'est un tissu qui est fait de nombreux fils. Les citoyens et les citoyennes de ce pays qui parlent le français ou l'anglais et ont des racines ethno-culturelles fort diverses forment un tissu social que l'on appelle le Canada. Le tissu doré au centre symbolise la rencontre de nos 2 collectivités linguistiques et la richesse de leur dialogue. Les personnes qui portent l'épinglette du commissariat aux langues officielles témoignent de leur engagement à promouvoir des relations humaines harmonieuses entre les composantes francophones et anglophones. Je vous invite à venir me serrer la main pour la voir de plus près, et parce que j'ai l'habitude de la donner à qui la regarde, surtout des gens qui ont des costumes bleu marin. Je trouve ça beau, sur des costumes bleu marin dans l'avion, un monsieur qui parle juste anglais. Je suis toujours très contente de lui donner. Alors, je vous dirais, passez le flambeau autour de vous, laissez votre passion vous guider. Ne perdons pas de vue notre cible. Apprendre une langue exige un investissement de temps, un engagement et avant tout le feu sacré. On ne peut allumer le feu sacré chez les autres sans entretenir notre propre feu sacré. Protégez votre flamme. Tenez-vous loin des éteignoirs dans vos parcours professionnels. Personne ne peut faire notre travail à notre place. Passez le flambeau aux autres.